Merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision pour vous informer sur l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. À la une ce soir, conflit dans l'est de la RDC. Des généraux de l'armée du bloc régional d'Afrique australe, la SADC, se sont rendus le samedi 2 mars dans la ville de Goma. Objectif, évaluer et affiner les stratégies militaires pour lutter contre les rebelles du M23 dans la région. Primaire républicaine aux États-Unis, Nikki Haley, l'unique concurrente de Donald Trump, l'emporte dans l'État de Washington et décroche sa première victoire dans la course à l'investiture face à l'ex-président. Et au Pakistan, Shehbaz Sharif, élu dimanche Premier ministre par l'Assemblée nationale issue des dernières législatives. À 72 ans, il a été élu avec 201 voix contre 92 pour Omar Ayub Khan, le candidat soutenu par l'ex-premier ministre Imran Khan. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Des généraux de l'armée du bloc régional d'Afrique australe, la SADC, se sont rendus le samedi 2 mars dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, capitale de la province assiégée du Nord Kivu, pour évaluer l'avancée des travaux sur le terrain et affiner les stratégies permettant de les renforcer, a déclaré le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge. Les chefs d'état-major des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, se sont rendus à Goma où le groupe rebelle M23 est en train de faire une avancée. Les chefs des armées ont tenu une réunion dans la ville de l'Est de la République démocratique du Congo afin d'évaluer la situation actuelle, caractérisée par une recrudescence des combats ces dernières semaines entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises. Il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC. Il s'agissait de la première réunion de coordination des chefs d'état-major depuis le déploiement des troupes de la SADC au Nord Kivu. Nous saluons cette présence ici et nous pensons que ça leur a permis de bien comprendre la situation pour avoir palpé la réalité ontologique de tout ce qui se passe en termes de sécurité, parce qu'à leur présence, Sake a été bombardé. 5 bombes hier. Certains habitants de la ville de Goma ne sont pas encore convaincus de l'efficacité des troupes de la SADC ainsi que de leur légitimité à agir dans ce contexte. Jeudi, des véhicules blindés de la SADC ont été touchés lors d'une attaque du M23. Nous restons sceptiques parce que nous savons que l'avenir du Congo, les questions de la sécurité du Congo ne peuvent que provenir des démarches ou des stratégies intérieures de nos FARDC et non des pays de la SADC. Après des décennies d'opérations dans le pays, les forces de maintien de la paix des Nations Unies ont remis leur première base militaire aux forces de sécurité dans l'est du Congo cette semaine. Au Tchad, le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé officiellement lors d'une cérémonie d'investiture le samedi 2 mars 2024 à N'Djamena, la capitale, sa candidature à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Il compétira sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni. C'est dans une salle pleine que des partisans de l'ancien parti au pouvoir au Tchad, le Mouvement patriotique du salut, MPS, 200 autres partis politiques, ainsi que des milliers d'associations se sont réunis pour l'investiture de l'actuel président de la transition tchadienne, Mahamat Kaka Déby. C'est sans surprise que cette coalition dite pour un Tchad uni a fait de l'actuel chef de la transition son porte-flambeau. Le candidat dit avoir accepté de se présenter après mûre réflexion. J'ai décidé de donner suite au choix que vous avez porté sur notre modeste personne comme candidat de la coalition pour un Tchad uni. Moi, Mahamat Idriss Déby Itno, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni. Cet événement intervient seulement quelques jours après les incidents violents qui ont secoué N'Djamena, la capitale, notamment dans l'attaque contre le siège du parti de l'opposant Yaya Dillo, tué au cours de l'assaut.
Je vous avoue que je ne me voyais pas candidat tant ma principale préoccupation était de faire aboutir cette transition dans la paix et la stabilité. Dans un Tchad uni et réconcilié, un Tchad où ne plane aucune menace sur son intégrité territoriale, un Tchad débarrassé de toute guerre entre ses fils et un Tchad entier. Pour rappel, la date des élections est fixée au 6 mai prochain alors que le contexte social-politique demeure tendu depuis quelques jours. Internet est de retour après 48 heures de coupure intense et pendant ce temps, la ville est restée sur haute surveillance. L'armée et le gouvernement ayant averti qu'ils mettraient hors de nuire tout ce qui porterait atteinte à la sécurité de l'État. Suite au coup d'État du 25 octobre 2021 au Soudan, le pays a été suspendu par l'Union africaine. Le chef de l'armée soudanaise et président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a appelé l'Union africaine à réintégrer son pays au sein de l'organisation régionale. Le général al-Burhan s'est exprimé lors de la visite d'une délégation de haut niveau de l'Union africaine à Port-Soudan le dimanche 3 mars. Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise et président du Conseil souverain de transition du Soudan, a déclaré dimanche que le Soudan avait pleinement confiance en l'Union africaine et a appelé celle-ci à réintégrer son pays au sein de l'organisation régionale. L'Union africaine avait suspendu le Soudan suite au coup d'État du 25 octobre 2021. À l'occasion de la visite d'une délégation de haut niveau de l'Union africaine à Port-Soudan, le chef militaire soudanais a déclaré que le Soudan ne prendrait en considération la proposition de l'Union africaine de mettre fin au conflit que si le bloc continental rétablissait son statut de membre à part entière. Constituée de 3 membres, cette délégation a été créée par la Commission de l'Union africaine en janvier pour faciliter le dialogue, rétablir l'ordre constitutionnel et travailler en collaboration avec les parties prenantes soudanaises et la communauté internationale en vue d'une paix durable. Le chef de cette délégation, Mohamed Ibn Chambas, a déclaré que le groupe de haut niveau était désireux de trouver des solutions à la crise et avait écouté toutes les forces politiques en présence au Soudan. Le 7e sommet des principaux exportateurs de gaz GEFC qui s'est tenu à Alger, la capitale algérienne, a pris fin le samedi 2 mars. Au terme de ce sommet, l'Algérie s'engage à coopérer avec les États membres du GEFC afin de renforcer la position du gaz en tant que ressource durable et respectueuse de l'environnement, a déclaré Abdelmajid Tebboune, président de l'Algérie. Les pays exportateurs de gaz ont convenu ce week-end en Algérie de coopérer pour lutter contre la volatilité de la demande du marché qui affecte négativement la performance économique mondiale. Cette décision a été prise à l'issue du 7e sommet des principaux exportateurs de gaz GEFC. L'Algérie, en tant que pays hôte de l'Institut de recherche sur le gaz, s'engage à coopérer avec les États membres dans ce domaine afin de renforcer la position du gaz en tant que ressource durable et respectueuse de l'environnement, d'autant plus que nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle ère où la coopération et le dialogue continu peuvent contribuer à façonner une vision collective qui consacre le principe du partage des risques et des avantages. Déterminés à travailler avec toutes les parties pour parvenir à des marchés du gaz naturel équilibrés et fiables, les représentants des pays exportateurs de gaz ont ainsi souligné l'importance des contrats de gaz naturel à moyen et long terme dans la déclaration d'Alger. Le gouvernement haïtien a décrété dimanche l'état d'urgence et un couvre-feu pour reprendre le contrôle de la capitale Port-au-Prince après l'évasion de plusieurs milliers de détenus d'un centre pénitentiaire attaqué par des gangs armés lors de laquelle au moins une dizaine de personnes sont décédées. Le gouvernement haïtien a décrété l'état d'urgence et un couvre-feu pour tenter de reprendre le contrôle des rues après la flambée de violence qui a touché le pays ce week-end et au cours de laquelle des membres de gangs armés ont pris d'assaut les 2 plus grandes prisons du pays. Certains prisonniers, comme Carlos, un ancien mercenaire colombien, ont préféré rester dans leurs cellules.
La nuit dernière, la situation était terrible. Les émeutes qui ont éclaté dans la prison ont mis nos vies en danger. Nous nous sommes mis à l'abri. Nous avons été la cible de nombreux coups de feu. Nous avons frôlé la mort. Nous, les Colombiens, ne devons rien à personne. Nous sommes restés dans nos cellules. Pourquoi ne sommes-nous pas partis? Eh bien parce que nous n'avons pas besoin de fuir qui que ce soit. Nous ne devons rien à personne. Nous sommes restés ici. Au moins une dizaine de personnes ont été tuées dans cet assaut du pénitencier national de Port-au-Prince. Plusieurs milliers de détenus se sont évadés. Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse. Le naufrage du Rubimar, un cargo anglais qui transportait 21 000 tonnes d'engrais, qui a coulé dans le golfe d'Aden après avoir été endommagé par des missiles des Houthis, pourrait causer des dommages écologiques à la mer Rouge et à ses récifs coralliens, a averti le samedi 2 mars l'armée américaine. Du Rubimar, il ne reste désormais plus rien. Le navire britannique gît au fond du golfe d'Aden après avoir été attaqué par des rebelles Houthis. Le cargo, battant pavillon du Belize et exploité par une entreprise libanaise, transportait des engrais combustibles. Le commandement central des États-Unis s'inquiète de l'impact environnemental de ce naufrage. Les quelques 21 000 tonnes d'engrais à base de sulfate de phosphate d'ammonium que transportait le navire présentent un risque environnemental en mer Rouge. En coulant, le navire présente également un risque d'impact sous la surface pour les autres navires qui empruntent les routes de navigation très fréquentées de la voie navigable. Une crainte également véhiculée par d'autres organisations. Des images satellites montrent que du fioul s'échappait du navire avant qu'il ne coule. Selon l'agence de sécurité maritime dirigée par la marine britannique, le Rubimar se trouvait à environ 65 km du port yéménite de Mocha lorsqu'il a été touché par un missile le 18 février dernier. Les rebelles Houthis rejettent la responsabilité sur le Royaume-Uni. Le Yémen continuera à couler davantage de navires britanniques et toutes les répercussions ou autres dommages seront ajoutés à la facture britannique car c'est un État voyou qui attaque le Yémen et qui s'associe aux États-Unis pour parrainer les crimes en cours contre les civils à Gaza. Depuis le mois de novembre, les Houthis mènent des attaques contre les navires en mer Rouge, disant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont répliqué par plusieurs frappes aériennes contre les Houthis. Selon le Fonds monétaire international, le trafic maritime en mer Rouge a chuté d'un tiers sur un an, entraînant notamment une hausse des coûts des denrées alimentaires. Et comme annoncé en titre, Nikki Haley, l'unique concurrente de Donald Trump aux primaires républicaines, a remporté dimanche 3 mars la primaire dans l'État de Washington, la capitale des États-Unis, et décroché ainsi sa première victoire dans la course à l'investiture face à l'ex-président. Image. Une victoire symbolique, mais une victoire tout de même. Nikki Haley, l'unique candidate à s'opposer à Donald Trump aux primaires républicaines, remporte le scrutin à Washington. Les républicains les plus proches des dysfonctionnements de Washington savent que Donald Trump n'a apporté que chaos et division au cours des 8 dernières années. Il est temps de recommencer à gagner et de faire avancer notre nation. Cette victoire dans la capitale fédérale n'est pas une surprise. Donald Trump avait déjà perdu en 2016 contre son adversaire de l'époque. Depuis des années, l'ancien président compare Washington à un marais qu'il faudrait débarrasser des intrigues et des conflits d'intérêts. Ce week-end, il a remporté la majorité des votes dans 3 États supplémentaires, ce qui lui donne 244 délégués à ce stade, contre 43 pour Nikki Haley, et alors qu'il reste ultra favori pour le Super Tuesday de demain mardi, lors duquel 16 États voteront pour cette primaire. Amenez toutes vos connaissances pour voter et que l'on écrase Nikki Haley. D'ailleurs, je ne sais pas où elle est depuis une semaine. Quelqu'un sait ? Dans tous ces meetings, elle me critique. Donald Trump ceci, cela. Ça n'a pas tellement marché pour elle. Nikki Haley était ce week-end en campagne dans plusieurs des États qui voteront pour le Super Tuesday. Sa victoire à Washington DC marque un autre symbole. C'est la première fois qu'une femme remporte une primaire du Parti républicain.
Au Pakistan, Shehbaz Sharif a été élu Premier ministre le dimanche 3 mars par l'Assemblée nationale issue des dernières législatives. Déjà chef du gouvernement d'avril 2022 à août 2023, Shehbaz Sharif, 72 ans, a été élu avec 201 voix contre 92 pour Omar Ayub Khan, le candidat soutenu par l'ex-premier ministre Imran Khan. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saïb a obtenu 201 voix. Dans l'hémicycle, Shehbaz Sharif embrasse ses collègues. Pour la seconde fois, il vient d'être élu Premier ministre du Pakistan. Ensemble, nous avons décidé que nous devions procéder à une opération chirurgicale en profondeur. Nous devons apporter des changements révolutionnaires au système. Si Dieu le veut, nous ferons du Pakistan un grand pays et nous irons de l'avant en levant la tête avec fierté. De nouvelles promesses pour celui qui avait entamé un premier mandat il y a 2 ans. En avril 2022, une motion de défiance éjecte son prédécesseur, Imran Khan, de la scène politique pakistanaise, déclenchant une vague de manifestations dans le pays. Shehbaz, le cadet des Sharifs, est alors désigné Premier ministre. Sa nomination signe le retour de la riche famille industrielle au pouvoir et en coulisses de son frère aîné Nawaz Sharif, 3 fois Premier ministre et réfugié à Londres où Shehbaz Sharif se rend régulièrement pour prendre des conseils. La rébellion des partisans d'Imran Khan est matée, l'ancien dirigeant emprisonné. En parallèle, l'inflation et la dépréciation de la roupie ne cessent de s'aggraver, même si Shehbaz Sharif parvient à décrocher un accord avec le FMI pour une aide au Pakistan. En août dernier, son mandat prend fin. Shehbaz Sharif se retire, déterminé à préparer le terrain au retour de son frère, Nawaz, rentré d'exil en octobre. Le multimillionnaire a le soutien des militaires. D'énormes moyens sont alloués à sa campagne. Pourtant, aux législatives du 8 février, son parti, la Ligue musulmane du Pakistan, n'arrive que 2e, devancé par les fidèles d'Imran Khan. Pour récupérer le pouvoir, la formation décide de s'allier à son ennemi historique, le Parti du peuple pakistanais de Bilawal Bhutto Zardari. Si l'alliance permet de sauver les meubles, Nawaz Sharif sort affaibli et préfère laisser la place à son frère, plus apte au compromis. Shehbaz Sharif jouit d'une image d'homme flexible, pas sûr que cela suffise à asseoir sa légitimité pour maintenir la cohésion dans le pays. La composition du nouveau gouvernement devrait être annoncée dans les prochains jours. Religion dans ce temps d'information. C'est le projet qui a mûri chez les responsables de la franchise d'église Momentum. Le 18 janvier, le pasteur principal de la méga-église Momentum a révélé dans un webinaire que la future implantation se fera à Paris courant 2024. Selon Patrice Mortorano, cela commencera concrètement dès le dimanche 17 mars dans l'hôtel Novotel à la porte de Bagnolet dans le 20e arrondissement. Les premières réunions seront mensuelles, accessibles sur inscription. Un auditorium de 250 places loué pour l'occasion accueillera un concert de Momentum Music suivi d'une séance d'information pour celles et ceux qui sont intéressés à rejoindre l'église. Sur le même modèle que leur première implantation à Bruxelles en 2022, la mise en place de célébrations hebdomadaires ne se fera qu'à partir de septembre. Désireux d'implanter une communauté dans la capitale française depuis plus de 15 ans, le pasteur principal promet de s'y impliquer personnellement, accompagné du pasteur senior Louange Dan Newton. C'est la fin de ce temps d'information préparé par l'ensemble de la rédaction de Lumière du Monde Télévision. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.